France, c'est une première. Une action de groupe a été engagée ce mercredi contre l'État concernant les contrôles aux faciès. Un collectif d'ONG met ainsi en demeure le gouvernement de mettre fin à ces contrôles d'identité discriminatoires par la police. Si dans 4 mois rien n'a changé, alors la justice sera saisie avec une procédure visant le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le point de départ de cette action de groupe, c'est le constat que les personnes issues de l'immigration sont davantage contrôlées par la police. C'est humiliant d'être non seulement contrôlé à raison parce qu'on est noir ou arabe, et surtout de l'être de manière récurrente, 1 fois, 2 fois par jour, 5 fois par semaine. Le sujet a été mis sur le devant de la scène il y a 2 mois lorsqu'un producteur de musique, Michel Zecler, a été passé à tabac à Paris. Une affaire qui a soulevé un débat sur les violences commises par la police et sur le racisme dans les forces de l'ordre, ce qui a le don d'agacer les syndicats de policiers qui concèdent des dérapages, mais exceptionnels et très minoritaires. Toujours, tout de suite. Parce qu'il faut faire attention aux dommages. Lorsqu'on dit il y a des contrôles faciès, tout de suite, on va mettre en fait les millions de contrôles d'identité dans le cas des contrôles faciès discriminatoires. Et non, la police n'est pas discriminatoire. Non, elle ne procède pas à des contrôles faciès. Cette action de groupe coïncide avec le lancement d'une concertation nationale sur la police et la gendarmerie. Ce Beauvau de la sécurité doit débuter lundi. L'objectif est de tenter de rétablir davantage de confiance entre la population et les forces de l'ordre. Salut tout le monde, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour cette énième chronique hebdomadaire avec monsieur Jacob Cohen. Bonsoir à tous, voilà. Bonsoir monsieur Cohen. Bonsoir à tous. Alors, cette semaine, on avait fini la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur un petit actu d'Éric Zemmour sur une condamnation qui était tombée. Et donc, Oui. Ce soir, on va en parler. Alors, pas en première partie. On va parler d'abord donc du contrôle aux faciès, comme vous avez pu le voir dans le petit clip là, au Conseil d'État. Donc, il y a une procédure engagée devant le Conseil d'État qui a admis déjà la violation d'une règle qui oblige les policiers à avoir un numéro d'identification. Le terme technique, je ne connais pas, mais les policiers sont obligés d'afficher visiblement un numéro pour pouvoir les identifier facilement. Et les flics s'en passent carrément. Écoutez, franchement, vous savez, le contrôle aux faciès, c'est le petit bonbon sucré qu'on donne aux flics. C'est la sucette. Vous savez, ils s'emmerdent tellement dans leur car. Et ce sont des abrutis alcoolos qui jouent aux cartes, qui passent 10 heures dans un car. Alors ils se défoulent. Vous n'allez pas leur enlever ce petit plaisir de dire « Hé Mohamed, les papiers ». Ils tutoient et ils se prennent pour des gens importants qu'on ne peut pas, malheureusement, à qui on ne peut pas demander l'application du droit parce qu'ils s'en fichent. Ils s'assoient sur le droit. Vous savez, le contrôle aux faciès, c'est une affaire qui date depuis des décennies. C'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est dramatique qu'on en parle encore en 2023. Je vous rappelle la catastrophe, la quasi-assassinat qu'il y a eu en 2005. Deux gamins de 15 ans qui se baladent tranquilles, 5 heures de l'après-midi, il fait beau. Je crois que c'était le ramadan, ils avaient envie de rentrer, ils pensaient pouvoir rentrer chez eux. Ils voient des flics ou des CRS en face, ils se disent, oula, est-ce que dans un pays normal, il y aurait une réaction de jeunes qui se sentent en sécurité dans un pays? C'est impossible. Vous savez, moi j'ai vécu au Canada pendant 6-7 ans, j'ai vécu en Allemagne plus d'1 an et demi, je n'ai jamais assisté à un contrôle d'identité, et encore moins au faciès.
ici, les flics se donnent ce plaisir. Vous savez, ils ont les flics ici en France, malheureusement, d'ailleurs, ça date de la guerre d'Algérie, ça date de, comment dire, des ratonnades, des couvre-feux qu'on exerçait, ça date du 17 octobre 61, on a jeté des dizaines d'Algériens dans la Seine, etc. Ils sont dans l'impunité totale. Et ils ont ce goût de l'insulte, de la provocation, de la haine gratuite. Et je vais vous raconter une anecdote à quel point ils sont racistes dans l'âme, dans le sang, dans l'ADN. Vous savez, il y a une fliquette qui avait écrit un livre il y a, je sais pas, il y a 15 ans. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Peut-être qu'on peut le retrouver, enfin bon. Et c'était des scènes, c'était des articles d'une page et demie, avec beaucoup d'humour. Vraiment, voilà. Et elle raconte cette scène. Donc, enfin, je veux dire, personne n'a contesté cette affaire. Vous savez, dans les commissariats, quand il y a beaucoup de commissariats, il y a ce qu'on appelle, moi je l'ai appris d'ailleurs, un commissaire itinérant, c'est-à-dire un type qui a rang de commissaire et qui est chargé de faire le tour des commissariats pour voir si, voilà, bon, ben, il y a ici un problème, etc. Donc il arrive dans le commissariat de la fliquette et l'adjudant qui était en charge, il était 21h, qui était là pour assurer la permanence, il voit ce noir, 35-40 ans, bien sapé, élégant, impeccable, vraiment. Et il a le besoin, comment dire, de salir, d'insulter. C'est drôle, enfin, c'est incroyable. Alors il dit, alors Bamboula, toi, venir chercher papier, retourner en Afrique? Et l'autre, il sort sa carte, commissaire itinérant. Et le mec, bon, voilà. Mais le problème, c'est que le noir, il ne va pas déposer plainte. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, écoute, ça va, bon, c'est... Voilà, écoutez, donc il laisse passer. La police est raciste. Donc ces deux jeunes, quand ils voient des flics, dans un pays normal, moi j'ai vécu à Montréal, à Berlin, etc. Dans un pays normal, les jeunes se baladent. Oh ben, ils voient des flics, ils les croisent. Vous savez, moi j'étais tellement formaté par la peur du flic. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu d'abord, il y a un très grand parc au centre de Montréal qu'on appelle le Mont-Royal. Et il y avait des jeunes avec des cheveux longs, des guitares, etc., allongés sur le gazon en train de jouer. Et des flics sont arrivés et ils ont commencé à discuter avec eux. Et moi, je croyais être sur une autre planète. Je me disais, c'est pas possible. Tellement, vous savez qu'il y a un journaliste suisse qui est venu après le drame de 2005. Il a passé 3 mois dans la ville la ville des deux jeunes. Et je me souviens encore il a publié un livre et il avait écrit un article dans Libération où il avait dit on se croirait dans un pays occupé. On se croirait dans un pays occupé. C'est comme si on était en Algérie sous occupation française ou en Cisjordanie sous occupation sioniste, etc. Voilà comment il a résumé la situation. Et donc, on a beau, vous savez, bien sûr c'est contraire au droit d'humilier des gens. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai vu des reportages, il y a des gens à Gare du Nord, costumes, cravates, serviettes qui vont au travail, ils sont peut-être ingénieurs, avocats, etc. Et des flics de merde, des alcoolos de merde. Ils leur disaient, toi, papier. Voilà, parce qu'ils se vengent. Et ils sont dans un pays où on ne peut pas, où on ne peut rien leur dire. Parce que les flics ici, on a peur d'eux. Il n'y a pas un état de droit lorsqu'il s'agit des flics. Voilà, malheureusement. Et donc, moi, je n'ai pas vraiment... je ne crois pas que ça changera grand-chose.
Bien sûr, ils sont gênés aux entournures, l'application du droit, etc. Mais je ne crois pas qu'on enlèvera, comme j'ai dit au début, ce petit sucre qu'on donne aux flics de pouvoir se défouler, parce qu'ils se défoulent de manière, ils ont l'impunité. Ils peuvent insulter, ils peuvent frapper, sauf s'il y a une vidéo, évidemment. Et même quand il y a une vidéo, ils s'arrangent, même quand ils font de faux procès-verbaux. Tout leur est permis aux flics dans ce qu'on appelle la démocratie en France. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir, vu l'état d'esprit, la place qu'occupe la police, et toutes les concessions qu'on leur a faites, et malheureusement, d'autant plus que, mais on le verra quand on verra le deuxième sujet, l'autre aspect, c'est que malheureusement, il n'y a pas une mobilisation générale de toute la communauté musulmane ou maghrébine pour contester, pour lutter contre ce fléau. Voilà. Alors, je suis désolé, ce soir, j'ai un petit peu, une petite grippe comme ça, mais bon, donc, je me ménage, voilà. Donc, peut-être qu'on n'ira pas très, très loin, voilà. D'accord, ok. Oui, oui, bien sûr, monsieur, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, sur le contrôle au faciès, donc, le Conseil d'État donc, reconnaît que l'État a manqué à ses obligations. Alors, au niveau, non, non, au niveau de l'information, c'est-à-dire les flics doivent avoir, imaginez cette violation du droit par presque tous les flics, ils doivent porter un numéro d'identification. Et le Conseil d'État, j'ai lu ça, il a reconnu que les flics ne le portaient pas. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on ferme sa gueule, voilà, parce qu'en France, c'est une tradition française. Comme je vous ai dit, moi j'ai vécu à l'étranger, dans des pays quand même où il y a une démocratie, etc. Enfin, il y a un respect de l'état de droit et il y a un respect des immigrés, il y a un respect des gens. Ici, les flics, et ça je l'ai vu, j'étais ici en France en 68, c'est comment. Il suffit de voir les vidéos de Coluche qui parle beaucoup des bavures des policiers, qui touchent les Arabes, etc. C'est une tradition française. Voilà. Et cette tradition, on ne va pas s'en débarrasser comme ça, parce que les flics, on ne peut pas les toucher. Vous savez, ce sont. Voilà. Donc, on leur a accordé trop de pouvoir. Et ils ont l'habitude de l'impunité. C'est ça le drame. Il n'y a jamais eu de véritables sanctions. La France est le seul pays démocratique, entre guillemets, dont le service qui contrôle la police, l'IGPN. Vous savez, dans les autres pays, il y a un service qui contrôle la police. Mais en France, ce sont des policiers. Donc, comment voulez-vous que des policiers qui ont la même. Le problème, c'est une question de mentalité, d'habitude. Franchement, c'est dans leur ADN. Voilà. On ne peut pas. Comment on peut transformer un flic qui a l'habitude du mépris, qui a l'insulte facile, le bougnoul, enfin l'arabe, etc., etc. Comment voulez-vous corriger ça après 60 ou 70 ans de laisser aller? C'est pas possible. Alors, on a Samsoul, salam alaikum. Wa alaykoum salam, bonsoir Monsieur Cohen. J'avais deux questions, deux réflexions. Ce soir, j'ai commencé à faire une par une. La première, c'était par rapport à cette police et à cette tradition dont vous parliez. On se rappelle que dans les années 60, je crois qu'il y a eu sous Papon une police des Arabes qui avait été instaurée et qui, en fin de compte, n'a jamais vraiment quitté l'esprit de la police. Et cet esprit colonial, beaucoup pensent que la police continue dans ce schéma très colonial et très raciste. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est d'autres facteurs? C'est toujours le cas. Non, j'ai dit c'est toujours le cas.
Et enfin, les exemples abondent. Et malheureusement, nous sommes dans un système, dans un régime qui a peur d'imposer quoi que ce soit aux flics. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu quelques tentatives, François Hollande, les numéros, etc. Mais voilà, les flics constituent un organisme puissant sur lequel repose le pouvoir de la République. Et ce sont des habitudes qui ont été prises depuis des décennies. Donc, ils ont une mentalité coloniale. C'est connu. Il y a tellement de témoignages sur le racisme. Comment dire? Un racisme profond, normal. C'est dans l'ADN. Voilà. Ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. C'est dans leur nature. Voilà. Et je vais continuer, si tu me permets, Wari. Vas-y, bien sûr. Pour la seconde, alors toujours par rapport à cette police. Aujourd'hui, on voit qu'on a des syndicats de police qui sont en train d'instaurer un rapport de force, qui sont presque en train d'instaurer un troisième pouvoir en France. Comment l'État, comment le gouvernement n'arrive pas à contrôler ces syndicats de police? Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui leur échappe et qu'ils n'arrivent pas à contrôler? Non, au départ, aucun gouvernement n'a envie d'affronter la police de front. Parce que si les syndicats très puissants disent « Ah bon, vous allez nous obliger à faire ceci et cela », eh bien, vous allez voir. Alors, soit ils font grève, soit ils peuvent vraiment emmerder le pouvoir. Et le pouvoir, il se dit, voilà, le pouvoir n'a pas envie de se casser la tête, n'a pas envie de s'emmerder, n'a pas envie de s'ajouter un problème en plus, alors qu'il a besoin de sa police, etc., pour les manifestations. Et donc, il a toujours laissé passer. C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'il n'a jamais osé mettre le haut là et dire, bon, maintenant, ça suffit. Voilà. Et les syndicats, ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir parce que c'est la lâcheté du gouvernement qui leur permet d'avoir ce pouvoir. Mais s'il y avait un gouvernement capable de leur tenir tête et de leur dire. Mais est-ce qu'aucun gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a osé affronter, n'a osé les affronter, voilà. Très bien, merci. Samsoul, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Pour l'instant, c'est bon. Merci, Monsieur Cohen. En prie. Alors maintenant, nous allons passer donc au second sujet. Et je vais passer une petite vidéo courte. Alors, une petite seconde. En revanche, là où vous m'avez mal lu ou mal entendu, c'est quand vous dites que je ne dis. En revanche, là où vous m'avez mal lu ou mal entendu, c'est quand vous dites que je ne distingue pas entre les musulmans. Je distingue. En revanche, là où vous m'avez mal lu ou mal entendu, c'est quand vous dites. En revanche, là où vous m'avez mal lu ou mal entendu, c'est quand vous dites que je ne distingue pas entre les musulmans. Je distingue. Je dis, effectivement, et je l'ai dit pendant toute ma campagne présidentielle, que si je ne faisais pas, et je vais l'expliquer pourquoi, si je ne faisais pas la distinction entre islam et islamine, je faisais la distinction entre les musulmans qui, justement, ont une approche un peu détachée de la lettre du Coran et les autres qui refusent de se détacher. Je l'ai dit pendant toute la campagne présidentielle, je l'ai dit dans mon discours de Villepinte, je l'ai dit dans mon discours du Trocadéro, je l'ai dit à la télévision, je l'ai dit tout le temps. Donc ce n'est pas un reproche qu'on peut me faire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Moi, vous savez,
Et, bon, malheureusement, je vais reprendre un peu mon antienne. Vous savez, bon, euh, là où il y a rapport de maître à esclave, s'il y a un maître, c'est qu'il y a un esclave. S'il y a un maître, c'est qu'il y a un esclave qui a envie, ou qui a envie, en tout cas, qui accepte de jouer le rôle d'esclave. Est-ce que vous réalisez ce qu'il vient de dire? Enfin, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire, lui, voilà, lui, un juif, qui a le droit, lui, d'aller à la synagogue, de respecter sa foi comme il veut, d'accord? Et lui, voilà, il fait une distinction entre les musulmans. Il y a les bons, il sous-entend que c'est les bons, avec qui on peut s'entendre, ils sont bien, on peut les caresser dans le sens du poil, à la limite on peut les accepter, ils sont des gens bien, ils sont des citoyens, etc. Ces gens, ces musulmans, se sont détachés du Coran. Voilà. Enfin, le Coran est un texte sacré. Il est intouchable. Il est, comment dire, on ne peut pas il est immodifiable. Il est sacré dans tous ses versets, dans tous ses mots, dans toutes ses expressions. Imaginez si on avait dit ça à un juif. Un juif accepte l'Ancien Testament dans toute son intégralité. Et c'est normal, enfin je veux dire c'est normal. Et vous savez, ça date à partir des années 80. Il y a eu ce qu'on appelle, enfin les Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, etc. Enfin, il y a un groupe comme ça de quelques judéo-sionistes qui ont entrepris, comment dire, d'expliquer, de juger, parce qu'ils avaient la main mise sur les médias. Ce sont eux qui donnaient le là sur l'islam, sur le Coran, sur l'islamisme, qui pouvaient dire ah oui, non, le Coran, quand même, par certains côtés, ceci, cela. Et donc, c'était les maîtres es-Coran, les maîtres es-Islam, et il n'était pas question que des musulmans, des philosophes, des imams viennent à la télévision parler de leur religion. Non, 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 on n'a pas besoin de vous. Non, non, on a des judéo-sionistes qui vont dire ce qu'il faut penser. L'injonction d'Éric Zemmour veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, si vous voulez, vous savez, depuis les années 80, les judéo-sionistes ont implanté dans la tête des Français, ils ont réussi d'ailleurs, que est-ce que l'islam est compatible avec la République? Est-ce qu'on peut porter le voile dans la rue? Mais ce sont des questions qui ne devraient même pas se poser. D'accord? Normalement, dans un pays normal, dans une société démocratique normale, où tout le monde est à égalité, c'est une question qui ne se pose même pas. Le fait qu'il l'ait, comment dire, qu'il la pose, qu'il l'ait posée et qu'il la rende acceptable par le public, ils ont gagné leur coup. Ils ont fait leur coup extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont implanté dans l'esprit que finalement, est-ce que le musulman, dans quelles conditions il peut être toléré, accepté, etc. Moi, je n'ai pas assisté au débat, je n'ai vu que cet extrait, mais je me pose des questions parce qu'il avait un adversaire ou un partenaire, comme on veut, qui a une consonance maghrébine. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut, je connaissais pas son nom,
Mais je suppose si on l'avait choisi, parce que ceux qui ont organisé ce débat, c'est ce qu'on appelle le livre noir. Bon. Le livre noir, pour ceux qui connaissent un peu, enfin ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle chaîne YouTube, à peu près qui date d'il y a quelques mois, un an, par ailleurs intéressante, enfin je veux dire sur le plan qui ose dire certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des sujets tabous. Je ne parle pas de l'islam, mais je parle de sujets médicaux tabous et qui osent poser la question sur l'Ukraine, etc. Mais ils sont aussi un peu plus ou moins identitaires, c'est-à-dire, voilà, bon, ils ont la position sur les musulmans d'Éric Zemmour, du RN, etc. Et donc, ils ont invité cette personne-là que je ne connais pas et je ne sais pas comment elle lui a répondu. Mais je suis sûr et certain, je suis prêt à parier ce qu'on veut, que ce type-là, même s'il l'avait pensé, n'a pas osé lui dire « Monsieur Zemmour, est-ce que vous admettrez, vous savez que l'Ancien Testament, il est pire que le Coran, d'accord, en termes de homophobie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la pédérastie ou l'homosexualité est condamnée à mort, d'accord, condamnée à mort. Voilà. Bon. Celui qui viole le Shabbat, il est condamné à mort. Il y a des appels dans l'Ancien Testament à exterminer tous les peuples jusqu'aux nourrissons, à exterminer tous les peuples jusqu'aux nourrissons pour qu'ils puissent les envahir. D'accord? Bon. Il y a le racisme contre les autres qui ne sont pas, etc. J'aurais voulu être devant Éric Zemmour et lui dire: est-ce que vous demandez aussi aux Juifs de se détacher de l'Ancien Testament pour avoir le privilège d'être français? Parce qu'attention, attention, c'est le peuple qui a fait la Révolution, c'est le peuple des Lumières. Non, non, quand même, pas déconner. Hein. Bon, je veux dire, cette prétention. Vous savez, depuis les années 80, moi, quasiment, je le dis selon les périodes, etc., mais je l'ai observé, depuis les années 80, s'est constitué un lobby judéo-sioniste. Vous savez, dès les années 90, on a commencé à parler des quartiers qui échappent à la République, comme ça. Enfin, je ne me souviens pas du terme exact, où Elisabeth Badinter défendait le droit à l'islamophobie, où on a imposé Chalgoumi comme représentant des musulmans en France. Enfin, est-ce que vous imaginez l'humiliation? Est-ce que vous imaginez l'humiliation? Voilà. Et là, c'est encore mais il le dit avec une telle. C'est ça le problème. C'est qu'il le dit et il se fait applaudir parce que il est dans son droit, dans son privilège. Il dit aux musulmans: non, 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 non. Vous avez un texte sacré, mais on n'en a rien à foutre. Non, non. Le texte sacré vous dit de ne pas boire du vin. Non, il faut boire du vin. Si vous voulez être français, il faut boire du vin. On ne va pas demander aux Juifs de manger du cochon pour être de bons Français. Non, non. Non, les Juifs, il faut les laisser à part. Eux, ils ont reçu quitus pour vivre selon l'Ancien Testament comme ils veulent. Ça, c'est fait exprès. Il faut pas imaginer que c'est des lubies d'Éric Zemmour, de Bernard-Henri Lévy, de Julien Drey, d'Elisabeth Badinter, d'Elisabeth Lévy, etc. Finkielkraut. Ce ne sont pas des lubies. C'est un plan réfléchi, bien imaginé dès les années 80 pour
opprimer les musulmans, pour leur dire, pour leur faire entrer dans leur crâne. Vous savez, quand Manuel Valls dit quand une musulmane porte le voile dehors, d'accord? Bon, eh bien, il faut qu'elle le porte avec discrétion, quasiment en cachette. Et par contre, quand on porte une kippa, il faut la porter fièrement. Voilà. Tout ça, c'est une politique menée depuis 40 ans pour faire rentrer dans, s'il en était besoin, parce qu'ils l'avaient déjà, les Maghrébins, malheureusement, ils ont l'ADN, ils ont le complexe de coloniser, mais il faut leur montrer, il faut leur enfoncer encore que, voilà, ici, c'est pas votre pays. Voilà. Il faut donner des preuves qu'on peut, et on pourrait éventuellement vous accepter. Voilà. Et malheureusement, ce que je regrette, parce que ça c'est connu depuis 40 ans, c'est la non-réaction. Enfin, bien sûr, il y a des petites réactions ici ou là, une association, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, etc. Mais quand même, comme dirait l'autre, enfin, on est 7 ou 8 millions. Voilà, bon, comment on peut se laisser marcher sur les pieds de cette façon-là? Voilà, je trouve. Et en plus, on pourra dire ce qu'on veut, la France reste un État de droit. Voilà. C'est-à-dire, il y a des tribunaux, il y a le Conseil d'État, et au-dessus du Conseil d'État et au-dessus des tribunaux français, il y a les tribunaux européens, etc. Donc, si on veut se battre, on peut se battre. Voilà. Et que des millions de musulmans entendent ça et se taisent, pour moi, c'est comment c'est, vous savez, c'est comme si les Maghrébins, les musulmans avaient intégré ce discours. Se disent bon, finalement, c'est vrai, il faut pas, il faut pas il faut se détacher un peu du Coran finalement, un petit peu quand même, hein, pour vivre à la française, pour être accepté par Éric Zemmour. Voilà. Voilà. Très bien, merci, Monsieur Cohen. Est-ce qu'il y a une réaction, Samsoul, sur le sujet? Pour moi, c'est assez, voilà, c'est assez complet. Je pense qu'il y a, voilà, c'est un cheminement qui n'est pas très, voilà, c'est quelque chose de très primaire hein, chez Zemmour. Je pense qu'il n'y a pas une analyse très profonde à fournir. Au contraire, c'est très superficiel. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas. Voilà. Je pense que M. Cohen a très bien résumé la situation. Je ne vois pas de commentaires non plus. Alors, moi, j'ai quelqu'un là qui est dans le SAS qui voudrait peut-être réagir, Monsieur Cohen. Je vais le faire Oui. monter et je ne sais pas s'il n'a pas un problème de micro. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez ou pas? Ah oui, on vous entend. Ah, super. Ben, écoutez, j'ai un problème au niveau de la caméra. Non, mais c'est pas la peine la caméra, il n'y a pas de souci. Restez comme vous êtes. À partir du moment où on a le son, c'est impeccable. Ah ben, super. Moi, je suis ravi déjà d'entendre M. Cohen, que je connais depuis un peu plus de 10 ans. Moi, je trouve que c'est une personne, sincèrement, vraiment, très, 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 très courageuse. C'est une personne qui a pris des positions. Il faut se mettre à sa place. Il ne faut pas oublier. Il faut se mettre à sa place. Cette personne, il a le cul entre deux chaises. Ce qui veut dire qu'il est marocain. Ben, il vient d'un pays, on va dire, du Maghreb, un pays arabe, un pays musulman, un pays berbère, tout ce que vous voulez. Il est aussi de confession juive. Et c'est une personne, moi je trouve qu'elle est très très courageuse parce qu'elle a su se positionner euh, contre le plus fort en fait, le plus fort politiquement, médiatiquement, contre sa communauté, contre voilà, parce que je connais beaucoup de juifs et je vous jure que c'est vrai. Moi j'avais un ami qui s'appelait Alain Cohen. J'ai travaillé pendant 15 ans avec lui. C'est une personne que j'appréciais énormément, qui est décédée, paix à son âme, qui est décédée maintenant. Et c'était une personne, c'était un juif du Maroc, je vous jure. Euh, C'était un électricien, c'était un touche-à-tout. Il touchait à tout, à la maçonnerie. Et vous savez ce qu'il faisait, M. Cohen? euh, Ce monsieur, paix à son âme, pendant son temps perdu, il faisait des travaux gratuitement dans les synagogues et dans les mosquées. Gratuitement, comme ça, il donnait de son temps.
Et il a toujours gardé ce côté. J'entends rien, Wally. Hein. Oui, alors c'est vrai, monsieur, on ne vous entend pas très bien, vous parlez un peu loin de votre Moi, micro. j'ai rien entendu. Hein. Non, je sais. Ça ou pas? Là, c'est un Ah, peu mieux. Là, c'est très bien. c'est un peu mieux. C'est le jour et la nuit, oui. Ouais, Eh effectivement. ouais, je sais, monsieur Cohen, je suis désolé. Je suis désolé, Alors, sincèrement. essayez d'aller sur le sujet. Si vous avez une question, n'hésitez pas, mais soyez concis, s'il vous plaît. Parce qu'on va pas. Voilà, Conti. Ben voilà, je trouve que monsieur Cohen est un homme courageux. C'est un homme qui mouille le maillot, qui n'hésite pas à se prononcer, à dénoncer, voilà, à dire des vérités, que ça plaise ou non. Et moi, je trouve dommage, malheureusement, je trouve dommage que ce monsieur n'est pas assez médiatisé, n'est pas assez écouté des deux côtés, hein, que ce soit au niveau de la communauté juive, musulmane, arabe, tout ce que vous voulez, française, polonaise, peu importe. Et c'est bien dommage. Moi, je trouve que ce monsieur sent, il pue la vérité, il pue la franchise. C'est une bonne personne, ça se sent. Et moi, je lui souhaite bon courage. Et j'aimerais qu'il y aurait, qu'il y ait de plus en plus de personnes de sa crampe et de son courage. Voilà. Très bien, merci, monsieur. Juste, monsieur Cohen, justement, il souligne quelque chose d'important. Est-ce que vous êtes invité dans d'autres médias? Non, en ce moment, non, parce que, enfin, je veux dire, j'ai eu une période où j'intervenais beaucoup. Et depuis, mettons, enfin, je sais pas, 2 ans, je ne suis plus tellement invité. Bon, ben, c'est comme ça, hein, c'est la vie. D'accord, très bien, merci. Monsieur Arsenic, je vais juste. Il y a une question qui a été posée dans le chat, monsieur Cohen, si vous Oui. pouvez répondre. Alors, une seconde. Donc, c'était concernant la police. La police est-elle le problème ou les globalistes apatrides qui gèrent les syndicats de police? Ben ça, on le sait. On le sait. Attends, s'il te plaît, la question est pour monsieur Cohen. Ok, très bien, excusez-moi. Merci. Non, le problème de la police en France, c'est un problème qui date depuis la guerre d'Algérie. Voilà. Donc, c'est pas tous les gouvernements qui se sont succédés, donc de toutes les tendances, aucun gouvernement n'a osé mettre le holà. Voilà, c'était, comment dire, on savait que la police fonctionnait comme ça et on a laissé faire parce que la France, il faut quand même pas oublier, la France n'a pas une telle tradition. Il faut avoir vécu en Allemagne ou au Canada ou sans avoir vécu, il faut savoir comment ça se passe en Suède, en Norvège, etc., pour savoir ce que sont des États qui respectent l'état de droit. Voilà. La France est un pays qui ne respecte pas l'état de droit. Enfin, qui respecte dans une certaine mesure, mais avec beaucoup. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les gouvernants se permettent pas mal de choses au point de vue, le fonctionnement de la justice, par exemple, avec François Fillon, etc., ou bien l'action de la police. Dans quel pays au monde avez-vous vu la police, même dans des pays totalitaires, avez-vous vu les flics crever des yeux et arracher des mains? Citez-moi un pays où on a arraché des mains et crevé des yeux à des manifestants pacifiques. Voilà. Citez-moi un pays. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a construit un monstre, un Frankenstein. Voilà. On avait besoin de cette police pendant la guerre d'Algérie pour réprimer les bougnoules en France, les couvre-feux, les ratonnades, etc. Et on a continué comme ça parce que c'était un moyen, comment il s'appelle oh zut, celui qui s'occupait de le SAC, le service d'action civique, le copain de Gaulle et Chirac. Voilà. Bon, mais voilà. Voilà, on a pris l'habitude comment dire, de ces corps, de ces corps expéditionnaires qu'on ne contrôle pas. Et c'est comme ça, c'est une tradition, donc ça n'a rien à voir ni avec les globalistes, ni avec.
ça date depuis les années 50. Charles Pasqua. Charles Pasqua, voilà. Voilà, c'est-à-dire, on a l'habitude des coups tordus, on a l'habitude des. Et puis aussi les coups tordus en Afrique. Donc, tout ça se fait, ce sont les mêmes corps. Bon, la police ici, mais c'est les mêmes personnes quasiment qui font les coups tordus en Afrique, assassiner X ou Y, etc. Donc, voilà. Très bien, Très, merci. très intéressant ce que dit M. Cohen. Hein. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce qu'a dit M. Cohen, si c'est possible? Vas-y. Ok, merci. Ben voilà, ben en parlant du sac de Monsieur Pasqua à l'époque, moi j'avais mon prof instituteur, j'étais en CM1 à l'époque, qui s'appelait Monsieur Finocchetti. Il faisait partie du sac en fait, et voilà, il a été mon prof pendant une année, et donc il a été jugé, hein, bien sûr, avec toute son équipe. Et ce qui est bizarre et anecdotique, c'est que ce monsieur Finocchetti, moi j'avais un autre prof parce que j'étais en primaire, donc qui s'appelait Monsieur Règle. C'était un ancien de l'OAS, de l'Algérie française. Je vous parle de ça, c'était en 74 à peu près, hein, 74. Je ne veux pas trop dire de bêtises. Et ce monsieur Règle, cet enseignant m'avait frappé, m'avait humilié devant mes camarades en me traitant de sale petit bougnoul. Et Monsieur Finocchetti, je vous jure que c'est vrai, écoutez hein, ce que je vous dis, Monsieur Finocchetti s'est battu avec lui. Ben il a fracassé quoi, il a fracassé sur la cour d'école. Et il lui a dit sale pourriture, tu ne touches pas à mes élèves. Vous voyez, c'est le paradoxe, il est bizarre. C'est que M. Finocchetti faisait partie du sac. Et, Oui. et il m'a défendu contre un prof. Je vous jure, M. Cohen, que c'est véridique ce que je vous dis. C'était à Marseille, j'étais à l'école de la Busserine. Voilà. À l'école de la Busserine de Marseille. Voilà. J'ai encore un problème de nom, Wari. Vous savez, celui qui avait accusé Jacques Lang. Oui. L'affaire Ferry, c'est Ferry, non? Le ministre Ferry, je ne sais pas comment il s'appelle, non? Quelque chose comme ça, Ferry. Il est du Front National. Enfin, il est décédé il y a 2-3 ans. Oui. Bon, vous savez, moi j'aimais bien, j'ai écouté plusieurs de ses émissions sur Radio Courtoisie. Il se trouve, il y a beaucoup de Français d'Algérie française qui aimaient les musulmans. Enfin, qui aimaient, c'est-à-dire, ils aimaient le musulman qui fermait sa gueule. Voilà. En fait, ils adoraient le musulman qui se tenait à son rang d'indigène. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas contradictoire. Les gens du SAC, les gens de l'OAS, les gens de, comment ils s'appellent, enfin bon, j'ai oublié le nom malheureusement, qui défendaient les harkis, etc. Mais eux, ils avaient beaucoup de, comment dire, ils défendaient ces Algériens qui acceptaient de vivre sous la tutelle française. Voilà. Et donc, c'est pas tellement contradictoire. Mais bon, ceci dit, qu'il y ait un exemple ici ou là, mais sincèrement, vous savez, demander à des gens qui, vous savez, moi je suis allé faire mes papiers, carte de séjour en 67, 68, 69, et puis après en 87, etc. Demandez à des gens qui sont allés faire des papiers de carte de séjour dans les comment ils étaient reçus, comment ils ont été traités. Enfin, voilà, vous savez, bon, enfin, c'est même pas, c'est pas à démontrer. Enfin, je veux dire, c'est de notoriété. C'est de notoriété publique. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. Très voilà, bien. bon, écoutez, oui. Ouais, non, on va clôturer, Monsieur Cohen. On va pas vous retenir plus. Je sais que vous étiez un petit peu fatigué aujourd'hui. Il y avait un troisième sujet on traitera la semaine prochaine. C'était celui donc des 1264 Palestiniens en détention administrative. En détention administrative, voilà, sous les géoles sionistes. Ok, bah écoutez, merci Monsieur Cohen. À la semaine prochaine et bon rétablissement à vous. Merci. J'ai quand même fait un effort. Ça m'a stimulé finalement de faire la vidéo. Ça m'a fait oublier la grippe. Allez. Allez, remettez-vous. Au revoir. Au revoir. Merci.
Voilà, donc merci à toi d'être intervenu, Arsenic. Donc je vais clôturer l'émission. Je te dis bonne soirée, puis tu repasses quand tu veux. Voilà. Je te remercie beaucoup. Et voilà, ça m'a fait plaisir de parler avec M. Cohen, parce que moi, je trouve que c'est une personne sincère, franche, et qu'il a des grosses coronesses. Et puis voilà, ça fait plaisir. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes de ce calibre. Voilà. En tout cas, merci à toi, Altitude, pour tes émissions. J'adore ça. Je te suis, hein. Je te suis vraiment sincèrement. Je t'ai partagé plusieurs fois. Voilà. En tout cas, merci. Bonne soirée et bonne continuation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, Samsoul, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. On va clôturer. Le sujet donc sur les Palestiniens, on l'abordera la semaine prochaine, hein, vu que M. Cohen n'était pas très bien. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et ah oui, il y a Claude Janvier, donc j'ai confirmé le rendez-vous avec lui. Ce sera vendredi prochain, pas vendredi là, vendredi l'autre, 20h30. Voilà. C'est noté. Très bien. Allez, bonne soirée. Salam alaikum. Wa alaikum salam.